à tous. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 27 août 2020. C'est donc le dernier numéro de votre émission d'actualité. Actualité en débat de ce mois d'août. Eh bien, je suis aujourd'hui avec Abbas Issaka et Adam Adjouanou. Adam Adjouanou, le directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Adam, bonjour. Bonjour Anita, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Sport française. Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous et à tous ceux qui sont branchés pour nous suivre ce matin. Alors, nous débutons avec coronavirus, l'affaire coronavirus, avec le bouclage de certaines villes du Togo. Adam, vous avez parlé un peu de ça dans votre journal de mardi dernier. Oui, naturellement, c'est vrai qu'il fut un moment où la recrudescence de la pandémie se faisait constater dans un certain nombre de localités. Il n'y avait pas eu nécessité de pouvoir donc nous faire surface avec ces moments de perturbation que nous avons connus par le passé. Mais ça fait que 3 localités ont été donc indexées comme étant des localités à forte taux de contamination, surtout ces derniers temps. Et comme vous savez, le gouvernement ou le comité chargé donc de la DIPO est très regardant sur ces aspects-là. Donc au vu des cas contacts que ces personnes ayant été les premières à être identifiées, les cas contacts étaient tellement nombreux qu'il fallait donc procéder au bouclage de ces villes-là et passer tout le monde à pouvoir donc passer au test. Donc c'est ce qui a conduit dans un premier temps à boucler ces villes-là et à faire en sorte que ces gens-là ne puissent pas se déplacer de ces villes-là pour aller contaminer d'autres. C'est vrai qu'au regard du relâchement constaté ces derniers temps, il se pourrait, d'ailleurs même nous l'avons également évoqué dans notre livraison de la semaine dernière en disant qu'au regard du communiqué que le gouvernement a fait valoir, désormais il est possible qu'on puisse retourner à la case de départ, naturellement avec ces restrictions que nous avions connues. Donc je pense que si nous, en tant que population, nous ne voudrions pas quand même revivre ces moments de perturbation comme ce fut le cas par le passé, il faudrait quand même que nous renouons de plus belle avec ces dispositions-là pour qu'on fasse aussi la pédagogie autour de nous. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, on ne peut pas dire que la pandémie est derrière nous, la pandémie est toujours là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous prenons de temps en temps l'habitude de s'habituer, surtout avec ces périodes de restriction. Mais il faudrait quand même que nous intensifions avec, disons, cette pédagogie-là pour que tout le monde puisse être au point, pour que nous ne puissions pas entièrement retrouver le Togo, aller dans une période de restriction comme nous l'avons constaté par le passé. Eh bien, Abbas, quand vous suivez un peu les analyses, pour cause, on parle de la fête de Tabaski. Mais nous savons aujourd'hui que d'août à décembre, c'est seulement quelques semaines, bientôt les fêtes de fin d'année. Comment est-ce que l'autorité peut anticiper sur l'événement pour qu'on ne revive pas la même situation ici à Lomé ou bien dans tout le Togo en général, parce que les fêtes de fin d'année, c'est pour tout le monde, quoi. Oui, effectivement, ils n'ont pas parlé de la Tabaski seulement, c'est les fêtes traditionnelles qui sont organisées de façon clandestine parce que c'est interdit. Quand vous allez pour les Évara, maintenant, on dit qu'il n'y a pas Évara, c'est seulement les rites, la finale, les finales, bien la pétose qu'on fait qui n'est pas fait. Mais au niveau des initiateurs, ils font les rites. Donc il y a des fêtes traditionnelles, c'est pour ça que le gouvernement dit que certaines fêtes traditionnelles, il ne faut plus les fêter. Et par rapport aux fêtes qui arrivent, je pense que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que les fêtes de fin d'année ne soient pas comme on le faisait auparavant. Donc on doit diminuer, prendre les dispositions même dans toutes les villes, dans toutes les préfectures, pour qu'on atteigne ça. Mais nous, population, est-ce qu'on va adhérer à ça? C'est pour ça que j'ai dit que c'est nos comportements qui font que cette maladie est en train de s'intensifier. C'est par rapport à nos comportements. Ce n'est pas parce qu'on a dit, bon, on va vivre avec cette pandémie qu'il faut se comporter comme si c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Parce qu'à la loupe, ça va là, je pense que le bouclage des 3 villes de l'intérieur de la région centrale, ça ne suffit pas. Ils peuvent aller loin, puisque quand vous arrivez à Lomé, ici dans la préfecture du Golfe et dans la préfecture d'Agoué, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai peur, même dans la Kara, il y a aussi ces genres de comportements qui n'ont pas changé. Et à cette allure-là, le gouvernement risque de revenir
à la case départ, ou soit de boucler certaines villes et certaines préfectures où le comportement des gens est... Parce que déjà, à partir d'aujourd'hui, le couvre-feu commence plutôt à 18h30 oui, pour finir à 5h. 5h. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que la situation est en train de s'aggraver. Et pendant ce temps, bon, vous voyez que c'est l'économie de ces préfectures-là, ces personnes qui vivent de façon régulière, c'est-à-dire journalière, connaissant un peu le rôle que joue cette région dans l'économie du pays. Cette région dans l'économie du pays. Et puis, ce sont des régions où on mène des activités champêtres. Et ces activités champêtres vont leur permettre de survivre avec la vente qu'ils produisent de leurs produits qu'ils vont vendre dans d'autres préfectures. Aujourd'hui, comme c'est bouclé, les gens vont rester là, sans activité, sans commerce, sans bouger, ce qui veut dire que on va parler maintenant de novices dans cette préfecture. Donc on va envoyer novices et c'est le coût, encore un autre coût pour le gouvernement. Je ne sais pas si les 400 milliards de francs CFA que le gouvernement a demandé à récolter, ça a été déjà atteint. Puisque on voit c'est certains partenaires qui viennent de donner 16 milliards par ici, 20 milliards par ici, mais le montant projeté par le gouvernement, je ne pense pas que ce soit déjà atteint. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous changeons nos comportements. Qu'on sache que la maladie est là, et même si on nous dit de vivre avec elle, qu'on sache qu'on doit vivre avec elle avec le respect des mesures qu'on nous a imposées. Donc il ne faut pas que quelqu'un se comporte comme c'est fini, donc on ne peut pas encore revoir cette maladie. Alors que pendant ce temps, c'est maintenant que la contamination devient encore plus inquiétante au niveau même des populations. Quand vous voyez les chiffres qu'on vous descend à chaque jour, c'est que c'est très inquiétant. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 353 cas actifs. 353 cas actifs. 353 cas actifs. Alors qu'auparavant, lorsque ça a commencé, on disait même que on a le dispositif. Deux cas. Et maintenant, l'accueil de ces cas, on avait parlé de 200 lits. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les 353 cas, l'équipement nécessaire est là pour au moins prendre en compte ces cas actifs? Les choses les respirateurs qu'on avait commandés, c'était 240. Et je ne sais même pas si tout est arrivé, mais les 240 sont arrivés. Selon les explications des docteurs qui sont passés ici, ce n'est pas tous les malades qui sont convergés vers le CHR. Il y a d'autres malades qui sont dans les hôtels et qui sont pris en compte. Peut-être que c'est les cas graves. Font des cas critiques les crises qu'on envoie au CHR. Donc si c'est ça, ils peuvent continuer. Mais il faut remercier les gens, surtout les docteurs là qui donnent de leur devoir pour faire ça, puisque actuellement, même à leur niveau, il y a près de 80 cas actifs au niveau des hommes de santé. Donc vous voyez que ça devient un peu inquiétant. Et il faudrait que nous-mêmes, on prenne nos responsabilités pour respecter ce qu'on nous dit de faire. Les attroupements, ce n'est pas la peine. Tout à l'heure, je venais, il y a des gens qui allaient dans un enterrement au niveau de choses. Donc ils se suivaient, je ne sais pas comment ils vont se tenir au cimetière là-bas. Et ils allaient au cimetière qui est au niveau du Camphire là. Donc il se suffit, les voitures étaient nombreuses, on allait pour enterrement. Je ne sais pas comment ça ne se passe plus dans l'intimité familiale comme on l'avait dit auparavant. Adam, nous avons parlé tout à l'heure de l'économie. Nous savons le rôle que joue la région centrale dans l'économie du pays. Et maintenant, les villes de cette région sont bouclées. C'est la famine. Doit-on crier à la famine? Je ne crois pas. Comment? C'est vrai que, lorsque vous le prenez, j'estime que vous parlez surtout de leur rapport en termes économiques liés du fait qu'ils sont des régions à fort taux de croissance ou à fort taux agricole. Donc c'est tout naturellement que ces régions-là produisent. Mais au-delà de ça, je ne pense pas que ça puisse être le motif valable pour dire que voilà, il y avait donc beaucoup de ces localités-là où le Médé est un pôle de la même économie de tout le Togo. Pour autant, on a bouclé ou carrément, on a vu des restrictions, des boucles de la ville de Lomé sans que personne ne crie gare. Il n'y a pas de raison comme ça. Sauf que l'unique inquiétude aujourd'hui, c'est vrai que c'est une localité, c'est des localités de la nationale numéro 1 qui ont été bouclées. J'espère qu'il y aura des formules pour ne pas quand même couper le pays en deux en réalité. Ça voudrait dire quelque part que
Si vous ne pouvez pas... Vous arrivez du Grand Nord, vous arrêtez là, ou bien vous arrivez du Sud, vous arrêtez là. Mais quand même, je pense qu'il y a quand même des modalités pour pouvoir faire passer les gens, puisque si cette région venait donc à être bloquée, je pense que c'est tout le pays qui se trouve être bloqué. Donc je pense que comme le gouvernement a su bien le faire, mais au-delà de ça, je ne pense pas que cet aspect économique puisse être un motif pour dire que voilà, ces régions ne plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de motif. Voilà, l'État, surtout étant donné que ce ne sont pas toutes les villes, il mettra en place le dispositif qu'il faut pour que ces villes-là soient bouclées, pour que cela ne puisse pas impacter plus ou moins les activités économiques, comme vous venez de le dire. Donc je sais que c'est bien le faire, il y aura quand même des formules pour tout. Nous allons parler civisme à présent avec la une du Moyen Libéré. Abbas, le respect des biens publics évite le désastre. Vous voulez parler de quel désastre et quel bien public doit-on respecter? Non, vous voyez, lors des manifestations publiques ou bien de contestation, vous avez vu qu'il y a des gens qui s'en prennent même aux feux tricolores, aux infrastructures, même routières. Lorsqu'on met le feu sur du goudron qui est nouvellement fait, ça dénature le goudron. Les institutions de la République, les drapeaux, les emblèmes de la République, les institutions de la République, il faut les respecter. Parce que, quel que soit le cas, c'est la Constitution qui a mis en place toutes ces institutions de la République et ça nous appartient à tous. Donc la dégradation de tous ces biens, lorsque on ne les observe pas, on arrive à un désastre qui fait qu'on replonge dans un problème qui ne devait pas apparaître. C'est pour cela que nous avons parlé de désastre, d'être plus grave, ce n'est pas normal. Donc on doit respecter nous-mêmes et respecter les institutions de la République. Et lorsque vous avez passé, même que vous voyez qu'on est en train de manger, je vois que cette chose a changé parce qu'il n'y a plus de morale à enseigner dans les écoles primaires où avant on vous dit, quand vous arrivez... Éducation civique et morale. Morale même seulement, on écrit quand vous arrivez, c'est la première des choses que vous faites avant de commencer tous les cours. Maintenant ça a disparu et ça fait que maintenant personne ne respecte quoi que ce soit. Vous passez, même vous voyez qu'on est en train de faire la montée des couleurs. Il y a des gens qui passent, ils ne s'arrêtent même plus. Donc, c'est pour ça que nous avons rappelé ces genres de choses qu'il faut... Est-ce qu'ils le savent? Puisque la pédagogie a disparu dans nos écoles, est-ce qu'ils le savent? C'est pour ça qu'on dit il y a des ignorants, mais nul n'est censé ignorer la loi. Ils doivent le savoir que lorsque vous passez devant une institution de la République et qu'on est en train de monter les couleurs, vous devez vous arrêter pour saluer parce que c'est la citoyenneté. C'est la vraie citoyenneté. Vous ne le faites pas, c'est que vous êtes en train d'aller à côté de ce que vous êtes. Puisque quand on prend un pays, quand vous voulez définir la citoyenneté, dans un pays, il y a ceux qu'on appelle les habitants et il y a d'autres qu'on appelle les citoyens. Donc un habitant, lui, peut sortir devant sa cour. C'est devant sa chambre même, c'est sale, il n'y a pas de propriété, mais il va passer et laisser revenir se coucher comme ça. Mais lorsque vous prenez un citoyen, même s'il sort devant, il nettoie chez lui. Et quand il sort, il voit même des choses qui ne sont pas bonnes, il arrange ça. C'est ça le citoyen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'habitants que de citoyens. Puisqu'il y a un manque de civisme un peu partout. Les gens ne respectent plus rien. Et vous voyez les injures que les uns et les autres s'envoient en circulation, tout ça, là, ça ne fait pas honneur à une république, ça ne fait pas honneur à nous les humains. Eh bien, un civisme, Abbas l'a si bien dit, aujourd'hui, dans nos écoles, il n'y a plus ça. Mais est-ce que les autorités ne peuvent pas faire quelque chose pour apprendre aux uns aux autres? On suppose que c'est de l'ignorance. Pour qu'ils sachent que ça, je dois le faire, ça, je dois le faire. On dit qu'il n'y a pas ça, je pense que c'est un peu tout dit. C'est que l'importance qui lui était accordée par le passé n'est plus celle même importante. Sinon, l'éducation civique continue par exister. Et ça a été même étendu même jusqu'au niveau du secondaire. Ça continue par exister. Sauf que ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, je pense qu'au-delà de ces actions de civisme, comme venait de le dire tantôt à base, liées donc disons, aux aspects comportementaux des uns et des autres, il faudrait quand même intensifier sur d'autres questions, même institutionnelles d'ailleurs.
Parce que prenons aujourd'hui, par exemple, il y a les exemples sont légion. Par exemple, prenez même dans le cadre juridique, même il y a des gens qui ne respectent même plus l'uniforme de la République, comme on le dit, c'est vrai, comme on voit, ce sont des soldats qui sont là. Au-delà de ça, il faudrait quand même qu'on amène les citoyens à comprendre que c'est l'uniforme de la République et que ça, lorsqu'on vous interpelle, vous êtes en droit de pouvoir donc répondre. Cela aurait quand même nous permettre de pouvoir éviter un certain nombre de drames que nous avions connus. On n'a pas l'habitude de le dire, mais au-delà de ça également, il faut comprendre dans cela que ce sont les populations également qui ne comprennent pas l'importance d'un certain nombre de choses que nous en arrivons la plupart du temps à ces ans d'actes. Donc moi j'estime que le civil devait être même la pièce maîtresse aujourd'hui, la pièce angulaire même de l'enseignement. Parce que qu'est-ce qu'il reste réellement d'un élève qui sort d'un établissement? C'est vrai, aujourd'hui on a l'habitude de dire on veut refonder notre système éducatif, etc. C'est vrai que c'est un système éducatif qui forme rien que les chemins compte tenu du fait qu'on n'a pas l'importance, donne pas l'importance, du moins à la hauteur des souhaits des populations, donc à un certain nombre d'aspects donnés. Lorsque vous voyez un certain nombre de personnes, vous dites que voilà, cette personne a telle qualification, voilà l'acte qu'il vient de poser. Vous tombez des nuits. Vous tombez des nuits. Donc ça veut dire quelque part qu'il y a vraiment nous venons de loin, nous avons d'énormes combats à mener. Et sur ces aspects-là, moi je pense qu'il faudrait quand même leur donner l'importance, essayer un peu de multiplier même ces coefficients-là, pour arriver quand même à avoir des enseignants qui puissent inculquer ces dons-là qui pour moi sont des dons aujourd'hui, qui sont des dons qui représentent d'ailleurs même la République, parce qu'il y a donc des États qui s'identifient par la manière dont leur population se comporte, par la manière dont ces populations, ces jeunes-là arrivent quand même à concevoir un certain nombre de sujets de la République, ce qui n'est pas le cas. Donc je pense qu'au-delà de ces aspects, les aspects comportementaux que nous venons de citer, il faudrait quand même qu'on intègre. Adam a parlé tout à l'heure du respect de l'uniforme. Aujourd'hui, c'est quelque chose, si on peut le dire, qui a disparu. Vous voyez un policier interpeller quelqu'un, la personne balance juste la main comme ça, il continue. Ça aussi, c'est l'évolution, c'est le blanc qui nous l'a appris aussi, ou bien on s'est levé un jour pour dire bon. Ça dépend de la société dans laquelle nous évoluons, parce que on est en train de perdre les valeurs africaines même. Le respect de l'autorité, on l'a perdu. Puisque avant, quand vous voyez même un homme en tenue avancer vers vous, c'est que vous avez un peu peur. Maintenant, tu vas voir que même les gens, ils avancent. Ils peuvent se battre même avec l'homme en tenue. Ils vont se battre. Alors qu'on dit que quand tu t'attaques à un homme en tenue, c'est ce que nous appelons outrage aux forces de l'ordre. Et c'est sanctionné par la loi. Et aujourd'hui, bon, tout ce qui se passe, c'est dû au fait que, comme il y a la liberté de faire, chacun a la liberté de faire ce qu'il veut, tout ça à la messe. Ils ne savent pas que quand tu as la liberté de faire ce que tu veux, c'est que ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et tout ceci, c'est un peu cette liberté qui conduit à certains drames. C'est ça qui conduit à certains dérapages de certaines personnes. Et ça fait qu'on parle de libertinage à un certain niveau. Quand vous voyez des gens, on interpelle même quand les forces de l'ordre sont là, on interpelle les gens sur la route, même si ce n'est pas des injures qui s'accompagnent, peut-être que c'est des coups de main qui vont venir. Donc le problème là, il faudrait qu'on revoie nos situations. Ça là, c'est le manque de sensibilisation au civisme. Entre-temps, c'était la ministre Anaté qui avait initié ça à travers tout le pays pour parler de civisme. Et nous avons dit que c'est qu'elle aussi, elle a mal fait. Elle ne peut pas aller dans les régions de chaque pays, de chaque préfecture pour dire que nous avons commencé par parler de civisme comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il fallait qu'elle adopte ce que... Puisqu'il y avait un fonds pour ça, pour la sensibilisation au civisme et à la citoyenneté. Et ce projet a été accepté par les partenaires qui ont financé. Et quand elle a pris ça, elle a mal conçu ça, et elle a mal commencé ça, et ça n'a rien donné. Alors que, lorsque le Premier ministre Mbou était là, il a initié quelque chose, c'est à l'endroit des médias. Et les médias vont faire ça, vont sensibiliser. En ce moment-là, il y avait l'incivisme qui a un peu disparu. On n'entendait même plus les gens insulter
leurs semblables en circulation, ou bien les gens jetaient des eaux dans des égouts, faire de n'importe quoi sur la route, puis à la devanture, où quand les gens font la cuisine, elles viennent verser de l'eau sur la route. Tout ça là, ça a un peu disparu. Mais depuis que cette histoire de sensibilisation, quand le Premier ministre Humbo est parti, et que le Premier ministre qui a suivi, au lieu de maintenir ça, parce qu'il y avait un fonds pour ça, il a coupé sous prétexte que la presse ne peut pas insulter le chef de l'État et puis on va l'accompagner avec cette histoire de civilisation. Alors que quand on fait la sensibilisation, ce n'est pas pour autre chose, c'est la presse, les médias qui peuvent faire ça, amener les gens à comprendre le bien fondé de ce qu'on dit. Insulter le chef de l'État. Critiquer le chef de l'État ou l'insulter. Ah ben, ils disent que c'est le mot employé. Ils insultent le chef de l'État parce qu'il y avait tous les médias qui étaient pris par le Premier ministre. Lui, il n'y avait pas de distinction que tendance, médias de telle tendance, quoi que ce soit, puisque tout le monde lit. Et ça concerne tout le monde. Chacun a son journal qu'il lit. Donc quand vous prenez votre journal, vous voyez à chaque fois, on vous tape à l'oreille que ça, vous ne faites pas ça, ne faites pas ça, ce n'est pas bon pour ton bien même. La personne va comprendre qu'effectivement, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Mais quand vous prenez ce que Anaté a fait pour aller installer les choses à l'intérieur du pays et dans chaque ville, rien n'a marché. La sensibilisation n'est pas passée, le message même n'est pas passé. Aujourd'hui, la seule chose qui reste, c'est les opérations Togo propres qu'on fait tous les premiers samedis du mois. C'est ça seul qui reste. Sinon, tout ce qu'on faisait avant là, ça a disparu. Et les choses sont revenues. On fait de telle sorte qu'on ne sait même pas qu'on vit dans une même république, qu'on n'est pas des hommes et chacun veut faire ce qu'il veut. Et c'est revenu dans le désordre comme ça. Adam, un mot à placer par rapport à l'accompagnement du gouvernement en matière de civisme. Oui, bon, c'était regrettable. Moi, je pense que c'est vrai, Abbas l'a relevé tout à l'heure, qu'on puisse user d'un certain nombre d'artifices pour justifier un peu le fait qu'on puisse ôter ce projet-là qui, entre-temps, faisait vraiment amener la plupart des populations à pouvoir donc retrouver la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est vrai, avec les contenus numériques, etc., tout le monde a droit à la parole, mais aujourd'hui, c'est pas la même chose. Nous l'avons également vu au niveau de Covid-19, où on a vu que ce sont les médias d'ailleurs qui étaient donc au premier plan, avec ce passage d'ailleurs que vous avez connu du comité. Au-delà de ça, les journalistes, et je suis fier que l'État même ait reconnu que les journalistes ont joué réellement leur rôle. Aujourd'hui, étant donné que l'accompagnement ne suit pas, c'est vrai que nous sommes aussi compatissants au regard des fonds ou des moyens mobilisés par l'État, nous continuons pas à le faire. Donc je pense qu'on ne peut pas user de ces artifices-là, disant que voilà, il y a dans l'énergie. De toutes les façons, lorsque vous êtes un homme public, il n'en demeure pas moins que souvent aussi on puisse réellement relever un certain nombre d'articles qui n'ont pas forcément pour objectif d'insulter qui que ce soit. C'est réellement pour peut-être recadrer, rappeler à l'ordre d'un certain nombre de dispositions. Et ça, normalement, ça va dans l'intérêt de la gouvernance au lieu de prendre ça en main, puisque au regard de ce qui est donc publié dans les journaux, etc., il n'est pas opportun de pouvoir donc accompagner ce projet de l'unité, car moi je pense qu'il faudrait quand même, j'estime qu'il y a des organisations de la corporation qui sont à pied d'œuvre pour que ce projet-là puisse renaître de ses cendres et amener réellement. Et qu'on puisse associer tous les médias également, puisque chacun a il n'y avait pas exception. Moi, à l'époque, en 2012, j'avais mon site, j'étais associé également. Oui. Tous les médias étaient associés. Eh bien, nous allons continuer avec la une des journaux. Abbas, tout à l'heure, nous avons parlé coronavirus avec la situation à Sokodé ou bien la situation dans la région centrale. Mais là, nous revenons ici à l'université de Lomé avec la bonne nouvelle dans les recherches de remèdes contre la Covid-19. 4 phytomédicaments identifiés. Oui, je n'ai pas sans savoir que depuis quelques mois, quand le Covid faisait rage, il y a les recherches qui ont commencé au niveau de l'université de Lomé. Il y a eu d'abord c'est le professeur, le président de l'université qui a financé une partie.
Et les recherches ont commencé avec les tradithérapeutes. On a associé médecine moderne et médecine traditionnelle. Et ils ont fait des recherches. Et on nous avait promis que ça devait être là, testé le 1er septembre prochain. Mais la semaine dernière, il y a quelques jours, effectivement, ils ont annoncé le fait qu'il leur manquait, ils cherchaient 100 millions de francs pour commencer, pour être prêts par rapport à ces tests. Donc lorsque, je pense qu'ils ont commencé par faire ils ont lancé des voies d'alerte et puis ils ont pu obtenir les 100 millions. Parce qu'avant, ils parlaient de 70 millions. Mais finalement, ils ont pu obtenir les moyens financiers et maintenant c'est prêt pour être testé sur beaucoup de patients. Ils ont parlé de 288 patients comme ça pour voir comment ça va. C'est des cobayes qu'ils vont prendre. Donc c'est pour ça que nous disons, on attend de voir comment les choses vont se passer. Si ça s'est révélé, il y a 4 médicaments qui ont été identifiés. Et ces médicaments, c'est pour au moins permettre à l'organisme de lutter, renforcer l'immunité de l'organisme. Ce n'est pas que c'est le produit exact qu'ils ont trouvé, mais par rapport aux soins qu'on donne au niveau à ces malades, c'est qu'on renforce l'organisme qui puisse lutter contre la maladie lorsqu'elle rentre dans l'organisme. Donc aujourd'hui, ils ont trouvé tout ça. Puisque lorsque quelqu'un manque d'immunité pour lutter, les anticorps ne sont pas forts, la personne est tout de suite attaquée. Donc aujourd'hui, ils ont fait des recherches, ils ont retrouvé... Ce sont ces personnes-là qui font les cas graves de la maladie. Les cas graves de la maladie, surtout ceux qui sont atteints, ceux qui sont malades d'avant, qui n'ont même pas d'anticorps. Les asthmatiques, les tensionnaires. Donc quand ceux qui manquent tout ça là, on va les renforcer. C'est pour ça que nous avons parlé de bonnes nouvelles. On attend le 1er septembre, voir comment ça va se passer. Ce que ça va donner à Dame, bonne nouvelle également, vous pensez. Après le Madagascar, c'est peut-être le Togo. Non, il y a eu d'autres pays également, il n'y a pas que le Togo. Sauf que ce qui est important dans ce cas-là, c'est que nous félicitons l'Université de Lomé qui n'est pas restée bras croisés. C'est le professeur Doji Kokoko l'a toujours dit. Il est aussi l'un des premiers acteurs qui pense qu'aujourd'hui, il faut reformer entièrement le système éducatif. Et je pense que c'est à raison d'Amen qu'il a évoqué ce projet-là, pour dire aujourd'hui qu'il faudrait quand même que ces chercheurs-là, quand on est chercheur, il faut toujours trouver. Que les gens, dans toutes ces interventions-là, l'habitude de le dire, les gens qui s'autoproclament chercheurs n'ont rien trouvé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a si bien dit, et il a fait également en invoquant le fait qu'il faudrait que les chercheurs soient donc à des solutions par rapport à un certain nombre de manques que nous avons dans nos pays, dans nos communautés, etc. Je pense qu'avec ce projet-là, c'est vrai qu'il y avait une question de budgétisation qui était posée par le passé. Aujourd'hui, lui-même, sous fonds propres, il a eu quand même à débourser entre-temps 40 millions pour des essais. Maintenant, nous sommes, lorsque vous suivez un peu le cheminement, ces essais cliniques qui vont commencer, vont s'assurer à l'humidité que cela va contenir, et après c'est la grande masse qui va donc le recevoir. Donc ça permet réellement de pouvoir démontrer cette capacité, cette ingéniosité, cette manière de faire en sorte que les chercheurs soient donc à la solution des multiples problèmes que nous avions, et je pense que désormais ce sera le cas. Eh bien, l'affaire Petrolgate fait partie des titres qu'on peut retrouver à la une de Vision d'Afrique de cette semaine. Petrolgate, un acharnement abject, selon Maître Eric Sosa. Oui, bon, c'est vrai, c'est un sujet depuis un moment. Je pense que c'est un sujet qui retient un peu l'attention carrément de tous les Togolais. Surtout que c'est un journaliste. Il n'y a pas que les journalistes, il y a même les associations. Voilà pourquoi je parle de tous les Togolais d'ailleurs même vu l'attrait qu'on a voulu offrir, disons, à cette affaire-là. Et depuis, je pense que c'est une affaire qui était seulement à sens unique, si vous me permettez, puisque depuis là, nous n'avons que eu la version du journaliste qui avait le dossier à main, qui continuait donc par publier dans des articles jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs même. Et je pense que la partie adverse a rompu donc, le silence et a fait une sortie publique
Et là, il a évoqué un certain nombre de problèmes liés donc d'abord à la commande. Je pense qu'on en a déjà débattu ici. Nous avions aussi eu à publier un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on nous a traité de tout le nom d'oiseaux. Au-delà de ça, je pense que c'était important qu'on puisse donc publier ces aspects de la chose pour permettre à la population de puisque c'est, vous savez... C'est quand même deux parties, il faudrait relayer les informations des deux parties. Que c'était pas opportun étant donné que c'est une question de confraternité. Or, nous l'avions appris à l'époque disant que oui, confraternité et amitié, oui, mais complicité, non. Puisque lorsque on essaie, nous-mêmes entre journalistes, nous n'arrivions quand même pas à tout censurer, à se donner des conseils. Je pense que c'est pas quand même dehors où le public nous ferons à notre place. Et ça, lorsque nous faisons des publications qui heurtent un peu, disons, la déontologie, voire même l'éthique, il faudrait quand même qu'on ait la possibilité de pouvoir donc les relever. Et c'est sur ce plan-là que nous avions fait un premier article par le passé pour relever un certain nombre d'aspects techniques. Que la population, s'il advenait éventuellement, qu'il y ait donc procès, malheureusement ce procès-là, moi j'ai eu à le dire ici, les Togolais ne vont pas entendre grand-chose de ce procès-là, étant donné Pourquoi? que, non, puisque c'est un procès en diffamation. Il s'agit de porter des jugements sur un journaliste qui a publié des choses et que la partie adverse estime que ces choses-là ne sont pas d'accord. Donc, apportez-moi la preuve. Dans la réalité, c'est un procès qui ne rentrera pas dans le fond du sujet, comme les Togolais s'y attendent, comme tout le monde s'active à attendre que voilà, ce procès nous permettra donc de connaître. Puis c'est mal engagé. S'il faudrait quand même qu'on aille au fond du dossier, la procédure engagée serait quand même tout autre. Ce n'est pas le cas ici. Donc j'ai eu à relever, heureusement que l'avocat aussi l'a eu quand même à signifier avant, puisque lorsqu'on fait un procès en diffamation, ce n'est pas la même chose qu'on dit. Voilà, c'est rien que les 500. D'ailleurs même, s'il faudrait avoir le fond du dossier, il faudrait quand même qu'il y ait des bribes de début, tout comme si il y a un acte qui prouve réellement qu'il y a 500 millions volés et que la partie qui doit être la partie civile à engager ce dossier-là ne devait pas être le journaliste. Mais ici, moi j'estime, je l'ai dit, c'est vrai, nous les journalistes, notre rôle c'est de soulever quand même un certain nombre de dossiers. Et puis, bon, pour que l'autorité puisse prendre ses responsabilités au-delà. Mais il ne nous appartient pas de toutes les façons de pouvoir anticiper, faire l'audit. Ici, on estime qu'il y avait eu un audit qui a révélé, qui ne sont pas des experts, qui ont calculé. Est-ce ici, de vous à moi, c'est le rôle de journaliste de pouvoir dire, voilà, expert, prends ce dossier, calcule-moi, voir combien il a volé. Ce n'est pas le rôle du journaliste. Donc, on estime qu'il y a eu, on a heurté un peu, disons, la déontologie, voire l'éthique. Mais il ne nous appartient pas d'en préjuger, certes, mais ce sont des aspects sur la forme sur lesquels nous pouvons relever. Donc, avec cette sortie-là, l'avocat qui représentait la famille a estimé que voilà, il y a eu donc avilissement de l'honneur, etc. Donc ce procès, il attend du fait qu'on lui apporte la preuve que voilà, il y a eu réellement qu'on a volé 400 à 500 milliards comme évoqué dans les journaux. Il a relevé, je pense que tous les aspects liés donc à la partie que le confrère essaie donc des décès, etc. Donc, il a relevé pas mal de choses que nous avions jugé dignes de pouvoir donc servir à nous la. Et ce procès, s'il arrivait que le confrère soit condamné? Donc, de toute évidence, à entendre. S'il n'apportait pas les preuves. Donc, de toutes les façons, il n'aura forcément pas les preuves à apporter. Je pense que c'est des stratégies de combat que chacun essaie donc d'attiser pour amener l'opinion à pouvoir donc avoir un œil assez regardant, d'abord pointu sur le sujet, mais au même moment. Mais le sujet intéresse tout le monde aujourd'hui. Oui, mais ce qui est dommage dans tout ça là, c'est-à-dire que, et moi je crains, j'ai eu quand même à relever la question, à poser la question à l'avocat en disant que s'il advenait, et je pense que ça peut être le cas, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on met toute la population devant le fait accompli, qu'il y a réellement vol. Or ici, c'est que nous journalistes, on n'aura pas quand même les preuves pour apporter disant que voilà la personne a volé 400 000. C'est pas possible. Lorsque vous suivez le dossier, moi je l'ai suivi de bout en bout, et j'ai eu même à anticiper en le disant c'est pas possible, dans la mesure où il n'appartenait pas aux journalistes de pouvoir faire donc l'audit. Et cet audit-là est basé sur quels sont les dossiers sur lesquels l'audit est basé pour dire que voilà, tel a volé 400 à 500 milliards. Et maintenant, la grande inquiétude qui, moi, me préoccupe aujourd'hui, étant donné que nous sommes naturellement dans un environnement où la prise de confiance entre population et nos autorités, surtout lorsque nous prenons la question judiciaire, est assez poussée.
il est très difficile lorsqu'on calque le regard de toute la population sur un certain nombre de dossiers comme tel. Et même si la justice arrivait à dire le droit, et ça c'est ce que tout le monde souhaite, parce qu'il ne s'agit pas d'accuser tel ou tel autre, mais l'essentiel est que le droit soit dit. Et même si le droit est dit en défaveur du confrère, vous voyez un peu le regard que cette justice-là portera. C'est en ce sens que moi je dis que se peut que ce dossier-là soit classé sans suite pour éviter à ce que cette crispation liée donc à la manière dont les choses sont gérées au niveau de la justice ne puisse s'intensifier et que la justice sorte encore la plus bas dans ce dossier-là. Moi, c'est toute l'inquiétude que moi je me pose. Abbas, quelque chose à ajouter par rapport à ce dossier-là qui intéresse tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, même un petit enfant vous dira le pétrole gate. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Peut-être dans cette affaire, c'est que chacun tire le drap de son côté. Du moment où l'affaire est à la justice, je crois que la justice doit faire son travail. Faire de telle sorte que la vérité jaillisse, éclate aux yeux de tout le monde pour voir qui a tort, qui a raison. Et puis même s'il arrivait que c'est le confrère qui a tort. Non, on ne peut pas faire des suppositions. C'est que la justice soit dite. C'est ça, c'est tout, que le droit soit dit. C'est-à-dire qu'on ne dise pas si le confrère est impliqué ou bien il n'a pas tort, il a tort ou bien il n'a pas tort, ça c'est pas le problème. Que la justice reste droit dans ses votes et qu'elle dise la réalité des faits. Et je crois que la justice joue son va-tout dans cette affaire. Elle joue maintenant sa qualité pour voir effectivement si elle travaille bien, elle fait bien son travail. Aujourd'hui, il y a des accusations par-ci, il y a d'autres qui nient qu'on n'a pas fait. Donc le problème aujourd'hui, nous sommes dans l'air, c'est-à-dire dans le flou total, on ne sait pas qui dit la vérité. C'est pour cela qu'il y a des instances chargées pour faire cette affaire, pour faire la lumière dans cette affaire. Donc on ne peut pas, non, on ne fait que croiser les droits pour que ce droit soit dit et qu'on sache comment les choses sont passées. Et on parle de diffamation et autres. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Du moment où l'affaire est en justice, on ne fait que faire des suppositions en tenant compte de ce que les uns et les autres ont dit. Mais c'est que le dernier mot revient à la justice. Le dernier mot revient à la justice et on espère que le droit sera dit. Parlons à présent du braquage. Ça a repris, le braquage au grand marché de Lomé. La dernière fois, la cible, cette fois-ci, est un Chinois qui avait une importante somme d'argent avec lui. Abbas, est-ce que la police et la gendarmerie qui jouaient un rôle depuis un certain temps en matière d'opérations sécuritaires, ils auraient baissé les bras? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et la coïncidence, c'est que c'est encore la même banque. C'est la même banque, ça dit, moi je me dis que peut-être qu'avec Covid-19, ils sont plus préoccupés par la situation sanitaire que de voir, puisque entre-temps, ce problème de braquage a un peu baissé. Donc les gens, les braqueurs ont profité de la situation avec la complicité de ceux, parce qu'il a pris son argent dans une banque. Il rentrait facilement et les gens l'ont poursuivi depuis, je crois, à Corée-Siwa jusqu'au niveau de Sakomi, au niveau de Sigame là-bas. Et maintenant, ils ont tenté d'arracher le montant, l'argent avec lui. Mais lui se débattait. Quand il se débattait, l'autre, selon les informations, il y a un qui a tiré dans ses jambes. Et ils ont pu arracher, et devant tout le monde, ils ont pris leur moto, ils sont partis. C'est plus tard que la gendarmerie est arrivée pour faire un constat, mais c'est trop tard, les gens sont partis, on n'a pas pu les arrêter. Donc ce problème-là, il faudrait qu'on revoie ça. Les braquages en plein jour, et ça reprend en plein jour. Et on n'arrive pas à arrêter des gens qui prennent de l'argent pour traverser même toute la ville sans que personne ne les intercepte. Et après, on dit on ouvre des enquêtes pour voir qui a fait ça, quels sont ceux-là qui sont les auteurs de ces crimes, de ces braquages. Depuis là, on ne les retrouve pas. Depuis cette histoire de l'aéroport jusqu'à ce jour où les braquages se font en pleine ville et en plein midi, en plein jour, aux yeux et au-dessus de tout le monde, et on n'arrête pas les gens, ça devient inquiétant. Il faudrait qu'on revoie ça, c'est pas normal. Inquiétude. Adam? Oui, ce n'est plus la nuit, c'est en plein jour.
Non, les braquages qu'on a connus par le passé aussi ont été toujours opérés en pleine journée. En pleine journée, oui. Il n'y a pas eu de braquage que sache la nuit. La nuit. C'est toujours en pleine journée. Donc ça doit inquiéter. C'est vrai que dans les hypothèses avancées tout à l'heure par Abbas, c'est vrai qu'on pourrait parler des effectifs qui sont aujourd'hui orientés. Parce que lorsqu'on parle de blocage de vie, il faut forcément des effectifs pour mieux cadrer la population, etc. Mais après tout ça, je pense qu'il faudrait forcément faire une sorte d'autopsie de tout souci pour réellement voir. Parce que je pense de l'histoire du Togo, il était rare de pouvoir voir réellement que les gens puissent donc braquer. Puisque cela a commencé avec le DG de La Roche qui venait du Bénin, qui a été donc braqué, tué même en pleine journée au niveau de Baguida, je crois. Et après ça, il y a eu donc une répétition, une récurrence de ça. Que doit-on faire pour réellement arrêter ou carrément freiner cette récurrence de braquage que nous constatons en pleine journée? C'est la nuit, on pourrait encore comprendre. Mais tout se fait dans la journée. Comment peut-on comprendre tout ceci? On a pris des méthodologies pour un peu freiner. On a vu le cas de Asigam aujourd'hui avec l'arrêt des motos. On arrive pour réellement circuler. Ça a baissé, mais en pleine ville, les gens circulent. Puis ils repartent entièrement sans être inquiétés. Et ça doit nous inquiéter. C'est vrai qu'on a dit 70 ou 80% de la sécurité d'un citoyen se fait par lui-même d'abord. C'est le reste 30% qui est donc coopéré par les forces de l'ordre et de sécurité. Mais aujourd'hui, si réellement dans ce pays-là, les gens vont continuer toujours à braquer les gens, même dans les lieux stratégiques, on l'a vu au niveau de l'aéroport, même à côté, même en bordure même du ministère de la Sécurité, on braque les gens par avec l'argent. Donc ça voudrait dire véritablement, il faut faire vraiment une diagnostic réelle du problème. Et c'est pas une question d'effectif à mon avis, c'est une question peut-être de stratégie en collaboration réellement avec la population pour qu'il y ait des unités d'alerte indispensables. Parce que le grand marché, c'est pas peut-être le marché d'Aoussazo ici. Tout à fait. Puisque dans le grand marché, vous verrez des gens même des soldats en civil qui sont armés, ceux qui sont en uniforme, etc. Mais on ne perd aux yeux, au su de tout le monde, les gens quittent et puis s'en vont. Et personne n'arrive pas à les rattraper. Or, regardez un peu l'affluence. Quand on prend cette localité, cette bordure, c'est en bordure de mer, nous avons, les gens ne sont pas... Même s'ils rentrent en mer, regardez les patrouilles, lorsqu'on crie tout le temps, voilà, il y a un grand artifice au niveau de la mer qui coordonne, etc. Les gens même ne peuvent plus transverser la mer. Mais malgré l'affluence, les gens partent et puis sans être inquiétés. Et ça, c'est tout à fait normal que le Togolais puisse être très inquiété. Nous allons rapidement parler de la presse pour terminer avec l'Assemblée générale de l'UJIT tenue la dernière fois, c'était la semaine dernière. Et bien, le nouveau secrétaire général de l'UJIT estime que le seul moyen pour que l'État puisse apporter son aide à la presse togolaise, c'est la convention collective. Non, bon. Je pense que ce sont en réalité les dispositions qui sont prises, c'est vrai. Après les états généraux de la presse, ça a été aussi acté, ça fait aussi partie. Bien sûr, c'est pourquoi je me suis arrêté. Mais moi je me dis aujourd'hui, est-ce que lorsqu'il le cite aujourd'hui, moi je pense que c'est une question qui normalement mérite d'être posée, certes, mais aujourd'hui qui devait être aussi revue. Parce qu'aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, et c'est une ligne que je passe sur des remarques données. Vous prenez aujourd'hui à 100% la presse dans sa globalité, 90% de tous les journalistes aujourd'hui sont patrons de presse. Avec la création, pratiquement tout le monde a son site. Donc aujourd'hui, au lieu de parler des journalistes, que les gens emploient, les directeurs de publication, etc., aujourd'hui, je pense qu'on collabore. On collabore. Au même moment, si cette question est posée, au même moment, on estime que peut-être que c'est ceux qui font la presse écrite, ceux qui sont donc concernés, ou ceux qui exploitent les radios, etc. Aujourd'hui, nous en sommes là. Tout le monde est concerné. Tous les journalistes sont là. Si ça veut dire qu'ils sont aussi patrons de presse, puisque aujourd'hui, ils sont aussi dans les associations des patrons de presse, etc. Donc, c'est une question qui concerne en réalité tout le monde. Donc, moi, je ne pense pas en réalité qu'il soit l'unique alternative pour réellement dire que l'État, il y a plusieurs raisons pour que l'État puisse donc intervenir et aider la presse. Et ça proviendra réellement du travail qu'on y fera, comment on y agit, quelles sont les articulations à faire avancer pour que l'État puisse aider. Mais dire aujourd'hui que c'est l'unique alternative, moi je m'oppose formellement à cela. Abbas, vous étiez à l'Assemblée générale vendredi dernier, je crois.
la convention collective, c'est vrai que le CONAP a insisté sur ça, l'UGIT revient sur ça. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la convention collective? Vous, en tant que doyen. Qu'est-ce qui empêche? Rien n'empêche la convention collective de se faire, puisqu'on avait pris des dispositions depuis les États généraux en 2014 à Palémé. Et on a mis en place le comité de suivi au niveau des États généraux de la presse. Et jusqu'à ce jour, le comité a cessé un peu de travailler par faute d'un arrêté qui devait les aider puisque j'en fais partie. Aujourd'hui, ce qui fait le problème de la signature, les difficultés, c'est que c'est le manque de moyens. Parce que quand ils signent on appelle ça la convention collective, elle est avantageuse aussi bien pour les patrons que pour les employés. Parce qu'il y a des devoirs et droits et devoirs du journaliste dans ça, quand vous lisez ça. Quand nous étions allés à Palémé, avant même le truc, c'était en 2008 ou bien 2009, moi je conduisais la délégation des patrons de presse pour la signature de cette convention. Mais ça, vous voyez, les patrons ont soulevé des difficultés. D'abord même, au niveau du CONAP, c'était dirigé quand on était avec Jacques Djakouti. Donc au niveau du CONAP, tout le monde n'était pas d'accord pour qu'on aille même à Palémé pour signer. Parce que surtout ceux qui ont les télévisions, les directeurs des télévisions et des radios qui emploient les journalistes n'étaient même pas d'accord qu'on aille. Parce que vu les engagements qu'ils vont prendre, et signer et prendre ces engagements et ne pas avoir des moyens pour satisfaire aux journalistes, ça va leur compliquer la tâche. Mais quand même, on a dit on n'a qu'à aller voir et discuter. Et on a discuté, ça a échoué là-bas. Les patrons disent non. Les journalistes ont fait des propositions. Il y avait le GIT qui est venu. Après, le Saint-Gite aussi a envoyé ses propositions par rapport à ça. On s'est dit, on va encore réfléchir. Et c'est dans ça qu'on est en train de continuer jusqu'à... On a mis en place le comité de suivi de l'aide de l'État à la presse. Et aujourd'hui, on est en train d'étudier ça. Comment faire pour que les uns et les autres ne soient pas beaucoup, que ça ne pèse pas sur les autres. Parce que quand vous signez un engagement, le journaliste doit respecter. Il doit rester dans votre organe. Il ne doit pas chercher à créer un organe ou bien rejoindre quelqu'un. Il est toujours votre journaliste. Et vous allez l'inscrire à la caisse de sécurité sociale. Donc il y a des engagements, des droits et des devoirs. Et ça fait qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas au fond le pourquoi, ce qui se passe. Et ils même aujourd'hui, pour avoir l'aide de l'État à la presse, il faut avoir déclaré un certain nombre de personnes. Donc, les gens, ce n'est pas une question financière derrière. Les gens pensent que c'est l'argent. D'ailleurs, vous savez, le montant fixé par la convention collective, il y en a même dans la corporation qui paie même plus que ça. Oui. La question aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller à cette convention-là quand on sait que tous les journalistes pratiquement, on leur cite ils ont leur site, et donc ils concurrent d'ailleurs l'organe dans lequel ils sont. Maintenant, sur quelle base maintenant tu arrives à payer? Oh, lui-même, il est patron. Voilà pourquoi moi je me dis aujourd'hui, il faudrait quand même que tout l'artifice de cette convention-là puisse être revu. D'ailleurs, même aujourd'hui, ceux qui estiment qu'il faut signer cette convention-là, il n'y a aucun aujourd'hui au niveau du GIE qui n'a pas son site. Il y a aucun presse. Oui. Voilà, nous allons revenir sur cette question dans les jours à venir. Merci à vous, Adam Adorno, d'avoir participé à cette émission. Abbas, merci à vous également d'avoir participé à cette émission. Chers téléspectateurs, c'est donc fini. C'est le dernier numéro de ce mois d'août de l'actualité en débat. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, c'est-à-dire mardi prochain, pour un nouveau numéro. Au revoir.